à se tenir debout, les mains dans ses poches, regardant nonchalamment le mouvement et l'agitation de la rivière à marée haute. Le logement du nain sur la colline de la tour comprenait, outre le logement nécessaire pour lui et Madame Kilp, une petite chambre à coucher pour la mère de cette dame, qui résidait avec le couple, et faisait une guerre perpétuelle à Daniel. Cependant, elle n'avait pas la moindre crainte pour eux. En effet, l'affreuse créature a réussi d'une manière ou d'une autre, que ce soit par sa laideur, sa férocité ou sa ruse naturelle n'est pas une grande affaire, à impressionner par une crainte salutaire de sa colère la plupart de ceux avec qui elle était mise en contact et en communication quotidiennement. Sur personne il n'avait un ascendant aussi complet que Mistress Kilp elle-même, une jolie petite femme à la voix douce et aux yeux bleus, qui, s'étant alliée par le mariage au nain dans un de ces étranges engouements dont les exemples ne sont pas rares, accomplit chaque jour de sa vie une saine pénitence pratique pour sa folie. On a dit que Madame Kilp se languissait dans sa tonnelle. Dans sa tonnelle, elle était là, mais pas seule, car, outre la vieille dame dont on m'a récemment parlé de sa mère, il y avait une demi-douzaine de dames du voisinage qui, par un étrange hasard, et aussi par un peu d'entente entre elles, venaient l'une après l'autre à l'heure du thé. Comme c'était une saison propice à la conversation, et que la pièce était un endroit frais, ombragé, paresseux, avec quelques plantes à la fenêtre ouverte qui cachaient la poussière, et s'interposaient assez agréablement entre la table à thé à l'intérieur et la vieille tour à l'extérieur, il n'est pas étonnant que les dames aient ressenti une inclination à parler et à s'attarder. Surtout si l'on tient compte des incitations supplémentaires du beurre frais, du pain nouveau, des crevettes et des cressons. Or, les dames étant réunies dans ces circonstances, il était tout naturel que le discours tournât autour de la propension de l'humanité à tyranniser le sexe faible, et du devoir qui se développait sur le sexe faible de résister à cette tyrannie, et d'affirmer ses droits et sa dignité. C'était naturel pour 4 raisons. Premièrement, parce que Madame Kilp étant une jeune femme et notoirement sous la domination de son mari devait être excitée à la rébellion. Deuxièmement, parce que le parent de Madame Kilp était connu pour être d'un tempérament louable et enclin à résister à l'autorité masculine. Troisièmement, parce que chaque visiteuse voulait montrer par elle-même combien elle était supérieure à cet égard à la généralité de son sexe. Et quatrièmement, parce que la compagnie, habituée à se scandaliser les unes les autres par deux, était privée de son sujet de conversation habituel. Maintenant qu'elle était toute assemblée dans une étroite amitié, et qu'elle n'avait par conséquent pas de meilleur emploi que d'attaquer l'ennemi commun. Émue par ces considérations, une grosse dame ouvrit la procédure en demandant, d'un air de grande inquiétude et de sympathie, comment allait M. Kilp, à quoi la mère de la femme de M. Kilp répondit sèchement, « Oh, il était assez bien, il n'y avait jamais grand-chose chez lui, et les mauvaises herbes étaient sûres de pousser. » Toutes les dames soupirèrent alors de concert, secouèrent gravement la tête, et regardèrent Madame Kilp comme une martyre. « Ah !» dit le porte-parole, « je voudrais que vous lui donniez un peu de vos conseils. Madame Gignoin Mistress Kilp avait été une Miss Gignoin. Il faut le remarquer, personne ne sait mieux que vous, madame, ce que nous, les femmes, nous devons à nous-mêmes. »« Je le dois vraiment, madame, » répondit Madame Gignoin. « Quand mon pauvre mari, son cher père, était vivant, s'il s'était jamais risqué à me dire un mot de travers, j'aurais. » La bonne vieille dame n'acheva pas sa phrase, mais elle tordit la tête d'une crevette avec une vengeance qui semblait impliquer que l'action était en quelque sorte un substitut au mot. C'est dans cette optique que l'autre partie l'a bien compris, et elle a immédiatement répondu avec une grande approbation. « Vous entrez tout à fait dans mes sentiments, madame, et c'est bien ce que je ferai moi-même. »« Mais vous n'avez pas à le faire, » dit Madame Gignoin. « Heureusement pour vous, vous n'avez pas plus d'occasion que moi de le faire. Aucune femme n'aurait besoin de l'être, si elle était fidèle à elle-même, » répliqua la grosse dame. « Entendez-vous cela, Betsy » dit Madame Gignoin d'une voix d'avertissement. « Combien de fois ne vous ai-je pas dit les mêmes paroles, et j'ai failli me mettre à genoux en les prononçant. » La pauvre Mistress Kilp, qui avait regardé dans un état d'impuissance d'un visage de condoléance à un autre, rougit, sourit, et secoua la tête d'un air dubitatif. Ce fut le signal d'une clameur générale, qui, d'abord dans un murmure sourd, se transforma peu à peu en un grand bruit, où tout le monde parla à la fois, et tous disaient qu'étant une jeune femme, elle n'avait pas le droit d'opposer ses opinions aux expériences de ceux qui savaient tant mieux, qu'elle avait bien tort de ne pas suivre les conseils de gens qui n'avaient à cœur que son bien, que c'était à côté d'être carrément ingrate de se conduire de cette manière, que si elle n'avait pas de respect pour elle-même, elle devait en avoir pour d'autres femmes, qu'elle compromettait tout par sa douceur, et que si elle n'avait aucun respect pour les autres femmes, le temps viendrait où les autres femmes n'auraient plus de respect pour elle, et elle en serait bien fâchée, il pourrait le lui dire. Après avoir donné ces avertissements, les dames se mirent à un assaut plus puissant qu'elles n'en avaient encore fait sur le thé mélangé, le pain nouveau, le beurre frais,
les crevettes et le cresson, et dire que leur chagrin était si grand de la voir continuer ainsi, qu'elle pouvait à peine se résoudre à manger un seul morceau. C'est bien beau de parler, dit Madame Kilp avec beaucoup de simplicité, mais je sais que si je devais mourir demain, Kilp pourrait épouser qui il voudrait. Maintenant qu'il le pourrait, je le sais. Il y eut un cri d'indignation à cette idée. Épouser qui il voulait. Ils voudraient le voir oser songer à épouser l'un d'entre eux, ils aimeraient voir la moindre approche à une telle chose. Une dame, une veuve, était tout à fait certaine qu'elle le poignarderait s'il y faisait allusion. Très bien, dit Madame Kilp en hochant la tête. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est très facile de parler, mais je répète que je sais, que j'en suis sûre, que Kilp a une telle manière avec lui quand il le veut, que la plus belle femme d'ici ne pourrait pas le refuser si j'étais mort, et qu'elle était libre, et qu'il choisisse de lui faire l'amour. Venez. Tout le monde s'est empressé de dire « Je sais que vous pensez à moi ». Qu'il essaie, c'est tout. Et pourtant, pour une raison cachée, ils étaient tous en colère contre la veuve, et chaque dame chuchotait à l'oreille de sa voisine qu'il était très clair que la dite veuve se croyait la personne dont il s'agissait, et que c'était une chatte. Ma mère sait, dit Madame Kilp, que ce que je dis est tout à fait exact, car elle a souvent dit avant que nous soyons mariés. Ce n'est pas vous qui l'avez dit, ma mère. Cette enquête plaçait la dame respectée dans une position assez délicate, car elle avait certainement joué un rôle actif dans la nomination de sa fille Mrs. Kilp, et d'ailleurs, ce n'était pas soutenir le crédit de la famille que d'encourager l'idée qu'elle avait épousé un homme que personne d'autre n'aurait eu. D'autre part, exagérer les qualités captivantes de son gendre serait affaiblir la cause de la révolte, dans laquelle toutes ses énergies étaient profondément engagées. Assaillie par ces considérations opposées, Madame Gignon a reconnu le pouvoir d'insinuer, mais n'y a le droit de gouverner, et avec un compliment opportun à la grosse dame, ramena la discussion au point où elle s'était écartée. Ah, c'est une chose sensée et convenable en effet que ce que Madame Georges a dit, s'écria la vieille dame. Si les femmes étaient fidèles à elles-mêmes, mais Betty ne l'est pas, et c'est encore plus la honte et la pitié. Avant de laisser un homme me donner des ordres comme Kilp le lui ordonne, dit Madame Georges, avant de consentir à avoir une crainte, pour un homme comme elle le fait pour lui, je me tuerais, et j'écrirais d'abord une lettre pour dire qu'il l'a fait. Cette remarque ayant été vivement louée et approuvée, une autre dame des Minories a dit dans sa parole. M. Kilp est peut-être un homme très gentil, dit cette dame, et je suppose qu'il n'y a aucun doute qu'il l'est, parce que Madame Kilp dit qu'il l'est, et Madame Gignon a dit qu'il l'est, et il devrait le savoir, ou personne ne le sait. Mais il n'est pas tout à fait un, ce qu'on appelle un bel homme, ni tout à fait un jeune homme non plus, ce qui pourrait être une petite excuse pour lui si quelque chose pouvait l'être, tandis que sa femme est jeune, et elle est belle, et c'est une femme, ce qui est la chose la plus grande après tout. Cette dernière phrase, prononcée avec un péto extraordinaire, provoqua un murmure correspondant de la part des auditeurs, stimulé par lequel la dame poursuivit en remarquant que si un tel mari était fâché et déraisonnable avec une telle femme, alors... S'il l'est, interrompit la mère en posant sa tasse de thé et en essuyant les miettes de ses genoux, se préparant à faire une déclaration solennelle. S'il l'est, c'est le plus grand tyran qu'il ait jamais vécu, elle n'ose pas dire son âme sienne, il a fait trembler d'un mot, et même d'un regard, il l'effraie à mort, et elle n'a pas l'esprit de lui rendre un mot, non, pas un seul mot. Bien que le fait eût été notoire d'avance par tous les buveurs de thé, et qu'il eût été discuté et expliqué dans tous les buveurs de thé du voisinage depuis 12 mois, cette communication officielle ne fut pas plutôt faite qu'ils commencèrent tous à parler à la fois et à rivaliser de véhémence et de volubilité. Madame Georges remarqua que les gens parlaient, qu'on le lui avait souvent dit auparavant, que Madame Simon, alors, et la présente, le lui avait dit 20 fois, qu'elle avait toujours dit « Non, Henrietta Simon, à moins que je ne le voie de mes propres yeux, et que je ne l'entende de mes propres oreilles, je ne le croirai jamais. » Madame Simon a corroboré ce témoignage et a ajouté des éléments de preuve solides de son cru. La dame des Minories raconta qu'elle avait réussi à administrer un traitement à son propre mari, qui, après avoir manifesté un mois après le mariage des symptômes, non équivoques du tigre, était devenu par ce moyen un agneau parfait. Une autre dame raconta sa lutte personnelle et son triomphe final, au cours duquel elle avait jugé nécessaire d'appeler sa mère et ses 2 tantes, et de pleurer sans cesse nuit et jour pendant 6 semaines. Une troisième, qui, dans la confusion générale, ne pouvait trouver d'autre auditrice, s'attacha à une jeune femme encore célibataire qui se trouvait au milieu d'eux, et la conjura, comme elle tenait à sa propre tranquillité d'esprit, et à son bonheur, de profiter de cette occasion solennelle, de prendre exemple sur la faiblesse de Madame Kilp, et dès lors de diriger toutes ses pensées vers l'apprivoisement et la domption de l'esprit rebelle de l'homme.
Le bruit était à son comble, et la moitié de la compagnie avait élevé la voix, jusqu'à un cri parfait pour étouffer les voix de l'autre moitié, lorsqu'on vit Madame Ginoin changer de couleur et secouer furtivement son index, comme pour les exhorter au silence. Alors, et seulement alors, on remarqua que Daniel Kilpe lui-même, la cause et l'occasion de toute cette clameur, était dans la pièce, regardant et écoutant avec une profonde attention. « Allez-y, mesdames, allez-y, dit Daniel. Madame Kilpe, je vous prie, demandez aux dames de s'arrêter pour souper, et de prendre quelques homards et quelque chose de léger et de savoureux. Moi, je ne leur ai pas demandé de prendre le thé, Kilpe, balbutia sa femme. C'est tout un accident. Tant mieux, Mr. Kilpe. Ces fêtes accidentelles sont toujours les plus agréables, dit le nain en se frottant les mains si fort qu'il semblait être occupé à fabriquer, de la saleté dont elles étaient incrustées, de petits frais pour des fusils à pop. Quoi? Vous n'y allez pas, mesdames, vous n'y allez pas sûrement. Ses beaux ennemis secouaient légèrement la tête en cherchant leurs bonnets et leurs châles respectifs, mais laissaient toute crêle verbale à Madame Ginoin, qui, se trouvant dans la position de championne, faisait un faible effort pour soutenir le personnage. Et pourquoi ne pas s'arrêter pour souper, Kilpe, dit la vieille dame, si ma fille avait de l'esprit? Certainement, reprit Daniel. Pourquoi pas? Il n'y a rien de malhonnête ou de mal dans un souper, j'espère? Dit Madame Ginoin. Sûrement pas, répondit le nain. Pourquoi y en aurait-il? Ni rien de malsain non plus, à moins qu'il n'y ait de la salade de homard ou des crevettes, dont on me dit qu'elles ne sont pas bonnes pour la digestion. Et vous ne voudriez pas que votre femme soit attaquée par cela, ou par quoi que ce soit d'autre qui la mettrait mal à l'aise, n'est-ce pas? Dit Madame Ginoin. Pas pour une vingtaine de monde, répondit le nain avec un sourire. Pas même d'avoir une vingtaine de belles-mères en même temps, et quelle bénédiction ce serait! Ma fille est votre femme, monsieur Kilpe, certainement, dit la vieille dame avec un rire destiné à la satire et à laisser entendre qu'il avait besoin qu'on lui rappelle le fait. Votre épouse. C'est ce qu'elle est, certainement. C'est ainsi, observa le nain. Et elle a le droit de faire ce qu'elle veut, j'espère, Kilpe, dit la vieille dame tremblante, moitié de colère, moitié d'une crainte secrète de son gendre espiègle. J'espère qu'elle l'a fait, a-t-il répondu. Ah, ne savez-vous pas qu'elle l'a fait? Ne savez-vous pas qu'elle l'a fait, Madame Ginoin? Je sais qu'elle aurait dû, Kilpe, et qu'elle l'aurait fait, si elle était de ma façon de penser. Pourquoi n'êtes-vous pas de la manière de penser de votre mère, ma chère? Dit le nain en se retournant et en s'adressant à sa femme. Pourquoi n'imitez-vous pas toujours votre mère, ma chère? Elle est l'ornement de son sexe. Ton père l'a dit tous les jours de sa vie. Je suis sûre qu'il l'a fait. Son père était un bienheureux créancier, Kilpe, et digne de 20 000 personnes, dit Madame Ginoin. 100 millions de mille. J'aurais voulu le connaître, remarqua le nain. J'ose dire que c'était une créature bénie à l'époque, mais je suis sûre qu'il est maintenant. C'était une libération heureuse. Je crois qu'il a souffert longtemps. La vieille dame poussa un soupir, mais il n'en sortit rien, Kilpe reprit, avec la même malice dans les yeux et la même politesse sarcastique sur la langue. Vous avez l'air malade, Madame Ginoin. Je sais que vous vous êtes trop excitée, que vous avez parlé peut-être, car c'est votre faiblesse. Allez se coucher. Va te coucher. J'irai quand il me plaira, Kilpe, et pas avant. Mais je vous en prie, faites-le maintenant. S'il te plaît, vas-y maintenant, dit le nain. La vieille femme le regarda avec colère, mais elle recula à mesure qu'il avançait, et se retombant devant lui, lui permit de fermer la porte sur elle et de la précipiter parmi les invités qui se pressaient à ce moment-là en bas. Resté seul avec sa femme, assise tremblante dans un coin, les yeux fixés à terre, le petit homme se planta devant elle, et croisant les bras, la regarda fixement pendant un long moment sans parler. « Madame Kilpe, dit-il enfin. « Oui, Kilpe, répliqua-t-elle doucement. Au lieu de poursuivre le thème qu'il avait à l'esprit, Kilpe croisa de nouveau les bras et la regarda plus sévèrement qu'auparavant, tandis qu'elle détournait les yeux et les maintenait à terre. « Madame Kilpe. Oui, Kilpe. Si jamais tu écoutes encore ces belles dames, je te mordrai. » Sur cette menace laconique, qui l'accompagna d'un grognement qui lui donnait l'air d'être particulièrement sérieux, Kilpe lui ordonna de débarrasser la planche à thé et d'apporter le rhum. L'esprit étant placé devant lui dans une énorme bouteille, qui était sortie d'un coffre de navire, il s'installa dans un fauteuil, sa grosse tête et son visage serrés contre le dos, et ses petites jambes plantées sur la table. « Maintenant, Mr. Kilpe, dit-il, je me sens d'humeur fumante, et je vais probablement m'enflammer toute la nuit. Mais assieds-toi où tu es, s'il te plaît, au cas où je te voudrais.
Sa femme ne répondit que par le nécessaire oui, Kilp, et le petit seigneur de la création prit son premier cigare, et prépara son premier verre de grog. Le soleil se coucha, et les étoiles apparurent, la tour passa de ses propres couleurs au gris, et du gris au noir, la pièce devint parfaitement sombre, et le bout du cigare d'un rouge ardent profond, mais Kilp continuait à fumer et à boire dans la même position, et regardant nonchalamment par la fenêtre avec le sourire de chien, toujours sur son visage. Sauf lorsque Madame Kilp faisait quelques mouvements involontaires d'agitation ou de fatigue, et puis il s'est transformé en un sourire de joie. Chapitre 5. Que Dame Kilp s'endormit par bribes de quelques clins d'œil à la fois, ou qu'il resta assis les yeux grands ouverts toute la nuit. Il est certain qu'il gardait son cigare allumé, et qu'il allumait tous les cigares frais avec les cendres de celui qui était presque consumé, sans avoir besoin de l'aide d'une bougie. La sonnerie des horloges, heure après heure, ne semblait pas non plus lui inspirer un sentiment de somnolence ou un désir naturel d'aller se reposer, mais plutôt augmenter son éveil, qu'il montrait, à chaque signe de la marche de la nuit, par un caquettement étouffé dans sa gorge et un mouvement de ses épaules. Comme quelqu'un qui rit de bon cœur, mais en même temps sournoisement et furtivement. Enfin le jour se leva, et la pauvre Mrs. Kilp, grelottant sous le froid du matin et harcelée par la fatigue et le manque de sommeil, fut trouvée assise patiemment sur sa chaise, levant les yeux par intervalles pour faire un appel muet à la compassion et à la clémence de son Seigneur, et lui rappelant doucement, par une toux de circonstance, qu'elle n'était toujours pas pardonnée et que sa pénitence avait été de longue durée. Mais son époux nain fumait toujours son cigare, et buvait son rhum sans lui prêter attention, et ce ne fut que lorsque le soleil se fut levé, et que l'activité et le bruit de la journée de la ville régnèrent dans la rue, qu'il daigna reconnaître sa présence à un mot ou à un signe. Il se peut qu'il ne l'ait pas fait à ce moment-là, mais il est certain qu'en frappant avec impatience à la porte, il lui sembla indiquer que des doigts assez durs étaient activement engagés de l'autre côté. « Eh bien, mon Dieu !» dit-il en regardant autour de lui avec un sourire malicieux, « c'est le jour. Ouvrez la porte, douce Madame Kilp. » Sa femme obéissante retira le verrou, et sa mère entra. Maintenant, Madame Gignoin bondit dans la pièce, avec une grande impétuosité, car, supposant que son gendre était encore couché, elle était venue soulager ses sentiments en exprimant une opinion tranchée sur sa conduite générale et sur son caractère. Voyant qu'il était debout et habillé, et que la chambre semblait avoir été occupée depuis qu'elle l'avait quitté la veille au soir, elle s'arrêta net, un peu embarrassée. Rien n'échappa à l'œil de faucon du vilain petit homme, qui, comprenant parfaitement ce qui se passait dans l'esprit de la vieille dame, devint plus laide encore dans la plénitude de sa satisfaction, et lui dit bonjour avec un regard ou un triomphe. « Eh bien, Betsy, dit la vieille femme, vous n'avez pas été. Vous ne voulez pas dire que vous avez été. Resté assis toute la nuit, dit Kilp, fournissant la conclusion de la phrase. Oui, elle l'a fait. Toute la nuit s'écria Madame Gignoin. Oui, toute la nuit. La chère vieille dame est-elle sourde? Dit Kilp, avec un sourire mêlé à un froncement de sourcils. Qui a dit que l'homme et la femme étaient de mauvaise compagnie? Ah! Le temps a filé. Vous êtes une brute, s'exclama Madame Gignoin. Allons, venez, dit Kilp, la comprenant volontairement bien sûr, vous ne devez pas l'insulter. Elle est mariée maintenant, vous savez. Et bien qu'elle ait trompé le temps et m'ait empêché d'aller me voir, vous ne devez pas faire si tendrement attention à moi que d'être de mauvaise humeur avec elle. Je vous bénis pour une chère vieille dame. À votre santé. Je vous suis bien obligée, répondit la vieille, témoignant par une certaine inquiétude dans ses mains un désir véhément de serrer son poing de matrone à son gendre. Ah! Je vous suis très reconnaissant. Âme reconnaissante, s'écria le nain. Madame Kilp. Oui, Kilp, dit le timide souffrant. Aidez votre mère à prendre le petit déjeuner, Madame Kilp. Je vais au quai ce matin, le plus tôt sera le mieux, alors dépêchez-vous. Madame Gignoin fit une légère démonstration de rébellion en s'asseyant sur une chaise près de la porte et en croisant les bras comme si elle était résolue à ne rien faire. Mais quelques mots chuchotés de sa fille et une demande aimable de son gendre pour savoir si elle se sentait défaillante, avec une indication qu'il y avait de l'eau froide en abondance dans l'appartement voisin, chassèrent efficacement ces symptômes, et elle s'appliqua aux préparations prescrites avec une diligence maussade. Pendant qu'ils étaient en marche, Kilp se retira dans la chambre voisine, et retournant le col de son habit, se mit à enduire son visage d'une serviette humide d'apparence très malsaine, qui rendit son teint un peu plus trouble qu'il ne l'était auparavant. Mais tandis qu'il était ainsi occupé, sa prudence et sa curiosité ne l'abandonnaient pas, car, avec un visage aussi vif et aussi rusé que jamais, il s'arrêtait souvent, même dans ce court processus,
et restait à l'affût de la conversation dans la pièce voisine, dont il pouvait être le thème. « Ah !» dit-il après un court effort d'attention, « ce n'était pas la serviette sur mes oreilles, je pensais que ce n'était pas le cas. Je suis un petit méchant voûté et un monstre, n'est-ce pas, Madame Gignoin ? Ah !» Le plaisir de cette découverte fit renaître en force le vieux sourire de chien. Quand il en eut tout à fait fini, il se secoua d'une manière très dogue, et rejoignit les dames. N. Kilp s'approcha alors de devant un miroir, et était là, mettant son foulard, lorsque Madame Gignoin, se trouvant derrière lui, ne put résister à l'envie qu'elle éprouvait de serrer le poing à son gendre tyrannique. C'était le geste d'un instant, mais comme elle le faisait, et accompagnait l'action d'un regard menaçant, elle rencontra son regard dans la glace, la prenant en flagrant délit. Le même coup d'œil sur le miroir lui communiquait le reflet d'un visage horriblement grotesque et déformé, la langue pendante, et l'instant d'après, le nain, se retournant avec un regard parfaitement fade et placide, demanda d'un ton de grande affection. « Comment allez-vous maintenant, ma chère vieille chérie ?» Quelque léger et ridicule que fût l'incident, il lui donnait l'air d'un si petit démon, et en même temps d'un démon si vif et si savant, que la vieille femme eut trop peur de lui pour prononcer un seul mot, et se laissa conduire à la table du déjeuner avec une politesse extraordinaire. Là, il ne diminua nullement l'impression qu'il venait de produire, car il mangea des œufs durs, coquilles et tout, dévora des crevettes gigantesques avec la tête et la queue, mâcha du tabac et du cresson en même temps et avec une avidité extraordinaire, but du thé bouillant sans cligner des yeux, mordit sa fourchette et sa cuillère jusqu'à ce qu'elle se plie de nouveau, et enfin accomplit tant d'actes horribles et inhabituels que les femmes en furent presque effrayées. Et commença à douter qu'il fût vraiment une créature humaine. Enfin, après avoir accompli ces procédures, et beaucoup d'autres qui faisaient également partie de son système, Kilp les quitta, réduit à un état très obéissant et très humble, et se rendit au bord de la rivière, où il prit un bateau pour le quai auquel il avait donné son nom. C'était la marée montante lorsque Daniel Kilp s'est assis dans le ferry pour traverser vers la rive opposée. Une flotte de barges avançait paresseusement, les unes de côté, les autres la tête la première, les autres la poupe la première, tout cela d'une manière étourdissante, obstinée, se heurtant aux plus grandes embarcations, courant sous la proue des bateaux à vapeur, s'infiltrant dans toutes sortes de coins et de recoins où il n'avait rien à faire, et se faisant croqueviller de tous côtés comme autant de coquilles de noix, tandis que chacun, avec ses deux longs balayages, luttant et éclaboussant dans l'eau, ressemblait à un poisson lourd qui souffrait. Dans quelques-uns des navires à l'ancre, tout le monde s'occupait activement d'enrouler des cordages, d'étendre les voiles pour les faire sécher, de prendre ou de décharger leur cargaison. Dans d'autres, il n'y avait pas de vie en vue, sauf 2 ou 3 garçons goudronnés, et peut-être un chien qui aboyait qui courait çà et là sur le pont ou qui se précipitait pour regarder par-dessus bords et aboyait plus fort pour avoir la vue. S'avançant lentement à travers les forêts de mâts, un grand bateau à vapeur battait l'eau par de courts coups d'impatience avec ses lourdes rames, comme s'il eût voulu y avoir de l'espace pour respirer, et avançait dans son énorme masse comme un monstre marin parmi les vairons de la Tamise. De chaque côté, il y avait de longs rangs noirs de charbonniers. Entre eux, des navires sortant lentement du port, les voiles scintillant au soleil, et des grincements à bord, résonnant de 100 côtés. L'eau et tout ce qui s'y trouvait était en mouvement actif, dansant, flottant et bouillonnant, tandis que la vieille tour gris et les piles de bâtiments sur le rivage, avec plus d'un clocher d'église s'élevant entre les deux, regardaient froidement et semblaient dédaigner leurs voisins irrités et inquiets. Daniel Kilp, qui n'était guère affecté par une matinée lumineuse que dans la mesure où elle lui épargnait la peine de porter un parapluie, se fit mettre à terre près du quai et s'y rendit par un chemin étroit qui, participant du caractère amphibie de ceux qui le fréquentaient, avait autant d'eau que de boue dans sa composition, et un approvisionnement très libéral des deux. Arrivé à destination, le premier objet qui se présenta à sa vue fut une paire de pieds très imparfaitement chaussés et élevés dans les airs, la plante des pieds en haut, dont l'aspect remarquable se rapportait au garçon, qui, étant d'un esprit excentrique et ayant un goût naturel pour la culbute, se tenait maintenant sur sa tête et contemplait l'aspect de la rivière dans ces circonstances inhabituelles. Il fut rapidement mis sur ses talons par le son de la voix de son maître, et dès que sa tête fut dans sa bonne position, Kilp, pour parler expressivement en l'absence d'un meilleur verbe, la frappa pour lui. « Allons, laissez-moi tranquille, » dit le garçon en parant alternativement la main de Kilp avec ses 2 coudes. « Vous obtiendrez quelque chose que vous n'aimerez pas si vous ne l'aimez pas, et c'est ce que je vous dis. »« Chien, » grogna Kilp, « je te battrai avec une barre de fer, je te grifferai avec un coup rouillé, je te pincerai les yeux, si tu me parles, je le ferai.
Avec ces menaces, il serra de nouveau sa main, et plongeant adroitement entre les coudes et attrapant la tête du garçon qui esquivait d'un côté à l'autre, il lui donna 3 ou 4 bons coups durs. Ayant maintenant repris son point de vue, et insisté, il s'arrêta. « Tu ne le feras pas, » dit le garçon en hochant la tête, et en se reculant, les coudes prêts au cas où le pire serait, maintenant. « Reste tranquille, chien, dit Kilp. Je ne le ferai plus, parce que je l'ai fait aussi souvent que je le voulais. Ici. Prenez la clé. Pourquoi n'en frappes-tu pas un de ta taille? Dit le garçon en s'approchant très lentement. Où y en a-t-il un de ma taille, chien? Répondit Kilp. Prenez la clé ou je vous en ferai la cervelle. En effet, il lui donna un coup habile avec la poignée tout en parlant. Maintenant, ouvrez le bureau de comptage. Le garçon s'exécuta d'un air boudeur, marmonnant d'abord, mais s'arrêtant quand il regarda autour de lui et vit que Kilp le suivait d'un regard fixe. Et ici, on peut remarquer qu'entre ce garçon et le nain, il existait une étrange sorte de sympathie mutuelle. Comment naître ou grandir, ou se nourrir de coups et de menaces d'un côté, et de répliques et de défiance de l'autre, n'est pas dans le but. Kilp souffrirait certainement que personne d'autre que le garçon ne le contractât, et le garçon ne se serait certainement pas laissé assommer par quelqu'un d'autre que Kilp, alors qu'il avait le pouvoir de s'enfuir à tout moment. Maintenant, dit Kilp en passant dans la maison de comptabilité en bois, vous vous occupez du quai. Mets-toi sur la tête, et je te couperai un pied. Le garçon ne répondit pas, mais Kilp s'était immédiatement enfermé, s'était mis sur la tête devant la porte, puis avait marché sur ses mains vers l'arrière, et s'était tenu là sur la tête, puis de l'autre côté, et avait répété la représentation. Il y avait bien 4 côtés dans le bureau de comptage, mais il évita celui où se trouvait la fenêtre, jugeant probable que Kilp regarderait par là. C'était prudent, car en effet, le nain, connaissant son caractère, était à l'affût à peu de distance du châssis, armé d'un gros morceau de bois qui, étant rugueux, déchiqueté et clouté en plusieurs endroits de clous cassés, aurait pu lui faire du mal. C'était une sale petite boîte, cette maison de comptage, avec rien d'autre qu'un vieux bureau branlant et 2 tabourets, une cheville à chapeau, un ancien almanach, un encrier sans encre, et le moignon d'une plume, et une horloge de 8 jours qui n'avait pas disparu depuis 18 ans au moins, et dont l'aiguille des minutes avait été détournée pour un cure-dent. Daniel Kilp tira son chapeau sur ses sourcils, grimpa sur le bureau, qui avait un dessus plat, et, étendant sa petite longueur dessus, s'endormit avec l'aisance d'un vieux praticien, ayant l'intention, sans doute, de se dédommager de la privation du repos de la nuit dernière, par une longue et profonde sieste. C'était peut-être sonore, mais ce n'était pas long, car il ne dormait pas depuis un quart d'heure que le garçon ouvrit la porte et enfonça sa tête, qui était comme un paquet d'étoupes mal cueillies. Kilp avait le sommeil léger et y a démarré directement. « Voici quelqu'un pour toi, dit le garçon. »« Qui ? Je ne sais pas. » Demandez, dit Kilp en saisissant la bagatelle de bois dont j'ai déjà parlé, et en la lui lançant avec une telle dextérité qu'il fut heureux que le garçon eût disparu avant d'avoir atteint l'endroit où il s'était tenu. Demande chien. Ne se souciant pas de s'aventurer de nouveau à portée de tels projectiles, le garçon envoya discrètement à sa place la première cause de l'interruption qui se présenta alors à la porte. « Quoi, Nelly ?» s'écria Kilp. « Oui, dit l'enfant, hésitant entre entrer ou se retirer, car le nain, qui venait de se réveiller, avec ses cheveux ébouriffés qui pendaient tout autour de lui et un mouchoir jaune sur la tête, était quelque chose d'effrayant à voir. « Il n'y a que moi, monsieur. »« Entrez, dit Kilp sans se lever du bureau. Entrez. Restez. Regarde dans la cour, et vois s'il n'y a pas un garçon debout sur la tête. »« Non, monsieur, répondit Nell. Il est debout. »« Vous êtes sûr qu'il est ?» dit Kilp. « Eh bien, maintenant, entrez et fermez la porte. Quel est votre message, Nelly ?» L'enfant lui tendit une lettre. M. Kilp, sans changer de position, au-delà de se retourner un peu plus sur le côté, et de reposer son menton sur sa main, se mit à se familiariser avec son contenu. Chapitre 6. La petite Nell se tenait timidement là, les yeux levés sur le visage de M. Kilp pendant qu'il lisait la lettre, montrant clairement par ses regards que, si elle nourrissait quelques craintes, et quelque méfiance à l'égard du petit homme, elle était très encline à rire de son apparence grossière et de son attitude grotesque. Et pourtant, il y avait chez l'enfant une anxiété douloureuse pour sa réponse, et la conscience de son pouvoir de la rendre désagréable ou pénible, qui était fortement en désaccord avec cette impulsion et la retint plus efficacement qu'elle n'aurait pu le faire par aucun effort de sa part. Que d'M. Kilp fut lui-même perplexe, et que, dans une large mesure,
Le contenu de la lettre était suffisamment évident. Avant d'avoir franchi les 2 ou 3 premières lignes, il commença à ouvrir de grands yeux et à froncer les sourcils de la manière la plus horrible. Les 2 ou 3 suivantes lui firent se gratter la tête d'une manière inhabituellement vicieuse, et quand il arriva à la conclusion, il poussa un long sifflement lugubre indiquant la surprise et la consternation. Après l'avoir plié et posé à côté de lui, il se mordit les ongles de ses 10 doigts avec une extrême voracité, et le reprenant vivement, il le relisait. La seconde lecture fut en apparence aussi peu satisfaisante que la première, et le plongea dans une profonde rêverie d'où il s'éveilla à un nouvel assaut sur ses ongles et à un long regard sur l'enfant qui, les yeux tournés vers le sol, attendait son plaisir ultérieur. « Salut !» dit-il enfin, d'une voix et d'une soudaineté qui firent tressaillir l'enfant comme si un coup de feu avait été tiré à son oreille. « Nelly. »« Oui, monsieur. »« Savez-vous ce qu'il y a dans cette lettre, Nell ?»« Non, monsieur. »« Êtes-vous sûr, tout à fait sûr, tout à fait certain de votre âme ?»« Certainement, monsieur. »« Souhaites-tu mourir si tu le sais, hein ?» dit le nain. « En vérité, je ne sais pas, » répondit l'enfant. « Eh bien, » murmura Kilp en marquant son regard sérieux. « Je vous crois. Homme. Vous êtes déjà parti ? Disparu en 24 heures. Qu'est-ce que diable en a fait ? C'est là le mystère. » Cette réflexion le fit se gratter la tête et se ronger les ongles une fois de plus. Tandis qu'il était ainsi occupé, ses traits se détendirent peu à peu en ce qui était pour lui un sourire joyeux, mais qui, chez tout autre homme, aurait été un horrible sourire de douleur, et quand l'enfant leva de nouveau les yeux, elle s'aperçut qu'il la regardait avec une faveur et une complaisance extraordinaires. « Vous êtes très jolie aujourd'hui, Nelly, charmante et jolie. Êtes-vous fatiguée, Nelly ? » ?»« Non, monsieur. Je suis pressée de revenir, car il sera inquiet pendant mon absence. »« Il n'y a pas d'urgence, petite Nell, pas d'urgence du tout, dit Kilp. Que diriez-vous d'être mon numéro 2, Nelly ? » ?»« Être quoi, monsieur ? » ?»« Ma numéro 2, Nelly, ma seconde, ma mistress Kilp, dit le nain. L'enfant avait l'air effrayé, mais il semblait ne pas le comprendre, ce que M. Kilp, remarquant, s'empressa de rendre plus distinctement ce qu'il voulait dire. Être Madame Kilp la seconde, quand Madame Kilp la première sera morte, ma douce Nell, dit Kilp en plissant les yeux et en l'attirant vers lui de son index plié. Être ma femme, ma petite femme aux joues de cerise et aux lèvres rouges. Dites que Madame Kilp vit 5 ans, ou seulement 4 ans, vous aurez juste l'âge qu'il me faut. Ah ! Sois une bonne fille, Nelly, une très bonne fille, et voici un de ces jours tu ne vas pas devenir Madame Kilp de Tow Hill. Loin d'être soutenu et stimulé par cette délicieuse perspective, l'enfant recula devant lui dans une grande agitation et trembla violemment. M. Kilp, soit parce qu'effrayé quelqu'un lui procurait un plaisir constitutionnel, soit parce qu'il était agréable de contempler la mort de Madame Kilp numéro 1 et l'élévation de Madame Kilp numéro 2 son poste et à son titre, soit parce qu'il était déterminé, pour des raisons qui lui étaient propres, à être agréable et de bonne humeur à ce moment particulier, elle se contenta de rire et de feindre de ne pas tenir compte de son alarme. « Vous viendrez avec moi à Tow Hill et vous verrez directement Madame Kilp, dit le nain. Elle vous aime beaucoup, Nell, bien qu'elle ne vous aime pas autant que moi. Tu reviendras à la maison avec moi. »« Il faut que j'y retourne en effet, dit l'enfant. Il m'a dit de revenir tout de suite, j'avais la réponse. Mais vous ne l'avez pas, Nelly, répliqua le nain, et vous ne l'aurez pas, et vous ne pourrez pas l'avoir avant que je sois rentré à la maison, de sorte que vous voyez que pour faire votre commission, vous devez aller avec moi. Atteignez-moi là-bas, ma chère, et nous irons tout de suite. » Sur ce, M. Kilp se laissa rouler peu à peu hors du bureau jusqu'à ce que ses courtes jambes touchent le sol. Puis, il monta dessus et ouvrit le chemin de la maison de comptabilité au quai extérieur, où les premiers objets qui se présentèrent furent le garçon qui s'était tenu sur sa tête et un autre jeune homme d'à peu près de sa propre taille. Se roulant ensemble dans la boue, enlacés dans une étreinte serrée et se menottant mutuellement avec une cordialité mutuelle. « C'est Kit !» s'écria Nelly en lui serrant la main. « Pauvre Kit qui est venu avec moi. Oh, je vous en prie, arrêtez-les, monsieur Kilp. »« Je les arrêterai, » s'écria Kilp en plongeant dans la petite maison de comptage et en revenant avec un gros bâton, « je les arrêterai. Maintenant, mes garçons, battez-vous. Je vous combattrai tous les deux. Je vous emmènerai tous les deux ensemble, tous les deux. » Avec quoi, le nain agitait son gourdin et dansant autour des combattants, les piétinant et sautant par-dessus eux, dans une sorte de frénésie, il s'étendait autour de lui, tantôt sur l'un,
tantôt sur l'autre, de la manière la plus désespérée, visant toujours leur tête et leur infligeant des coups que seul le plus petit sauvage aurait infligés. Ce travail, plus chaud qu'il ne l'avait prévu, refroidit rapidement le courage des belligérants, qui se levèrent précipitamment et demandèrent Cartier. « Je vais vous réduire en bouillie, chien, » dit Kilp, essayant vainement de s'approcher de l'un ou l'autre pour leur donner un coup d'adieu. « Je te meurtrirai jusqu'à ce que tu sois cuivré, je te briserai le visage jusqu'à ce que tu n'aies plus un profil entre toi, je le ferai. Allons, lâchez ce bâtôme, ou ce sera pire pour vous, dit son garçon en esquivant autour de lui et en guettant une occasion de se précipiter. Tu lâches ce bâtôme. Approche-toi un peu, et je te le laisserai tomber sur le crâne, chien, dit Kilp avec des yeux brillants. Un peu plus près encore. Mais le garçon déclina l'invitation jusqu'à ce que son maître soit apparemment un peu sur ses gardes, lorsqu'il s'élança, et saisissant l'arme, essaya de l'arracher de ses mains. Kilp, qui était aussi fort qu'un lion, garda facilement sa prise jusqu'à ce que le garçon l'attire de toute sa puissance, quand il la lâcha soudain et l'envoya chanceler en arrière, de sorte qu'il tomba violemment sur la tête. Le succès de cette manœuvre chatouilla M. Kilp au-delà de toute description, et il hérite, et frappa du pied sur le sol, comme à une plaisanterie des plus irrésistibles. « N'importe, dit le garçon en hochant la tête, et en la frottant en même temps. Voyez-vous, si jamais je propose de frapper quelqu'un de nouveau parce qu'on dit que vous êtes un impulète, qu'on n'en voit nulle part pour un sou, c'est tout. »« Voulez-vous dire que je ne suis pas chien ?» répliqua Kilp. « Non, » répliqua le garçon. « Alors pourquoi te bats-tu sur mon quai, scélérat ?» dit Kilp. « Parce qu'il l'a dit, » répondit le garçon en montrant Kit, « non pas parce que tu ne l'es pas. » « Alors pourquoi a-t-il dit, braillait Kit, que Miss Nelly était laide, et qu'elle et mon maître étaient obligés de faire tout ce que son maître voulait? Pourquoi a-t-il dit cela? Il a dit ce qu'il a fait parce qu'il est fou, et vous avez dit ce que vous avez fait parce que vous êtes très sage et intelligent, presque trop intelligent pour vivre, à moins que vous ne soyez très prudent avec vous-même. Kit, dit Kilp avec beaucoup de suavité dans ses manières, mais plus de malice tranquille dans ses yeux et dans sa bouche. Voici 6 penses pour toi, Kit. Dites toujours la vérité. En tout temps, Kit dit la vérité. Verrouille le bureau des comptes, chien, et apporte-moi la clé. L'autre garçon, à qui cet ordre était adressé, fit ce qu'on lui avait dit, et fut récompensé de son partisanisme en faveur de son maître, par un coup de frondeur adroit sur le nez, qui lui fit monter l'eau dans les yeux. Alors M. Kilp partit avec l'enfant et Kit dans une barque, et l'enfant se vengea en dansant sur sa tête par intervalles, sur le bord extrême du quai, pendant tout le temps qu'ils traversèrent la rivière. Il n'y avait que Miss Kilp à la maison, et elle, s'attendant peu au retour de son seigneur, se préparait à peine à un sommeil réparateur, lorsque le bruit de ses pas la réveilla. Elle avait à peine le temps de paraître occupée à quelque ouvrage d'aiguille, qu'il entra, accompagné de l'enfant, ayant laissé Kit en bas. « Voici une élytre, chère Miss Kilp, » dit son mari. « Un verre de vin, ma chère, et un biscuit, car elle a fait une longue promenade. Elle s'assiera avec toi, mon âme, pendant que j'écrirai une lettre. » Mrs. Kilp regarda son époux en tremblant, pour savoir ce que cette courtoisie inhabituelle pouvait présager, et, obéissant à l'appel qu'elle voyait dans son geste, elle le suivit dans la pièce voisine. « Faites attention à ce que je vous dis, » murmura Kilp. « Voyez si vous pouvez obtenir d'elle quelque chose sur son grand-père, ou sur ce qu'ils font, ou sur leur façon de vivre, ou sur ce qu'il lui dit. J'ai mes raisons de le savoir, si je le peux. Vous, les femmes, vous parlez plus librement entre vous que vous ne le faites avec nous, et vous avez avec vous une manière douce qui la gagnera. Entends-tu? » « Oui, Kilp. Allez-y alors. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? » « Cher Kilp, balbutia sa femme. J'aime l'enfant, si vous pouviez faire sans me faire tromper. » Le nain, murmurant un serment terrible, regarda autour de lui, comme s'il cherchait une arme avec laquelle il pût infliger un châtiment digne à sa femme désobéissante. La petite femme soumise le supplia vivement de ne pas se fâcher, et lui promit de faire ce qu'il lui demandait. « M'entendez-vous » murmura Kilp en lui mordillant, et en lui pinçant le bras. « Plongez-vous dans ses secrets, je sais que vous le pouvez. J'écoute, je me souviens. Si vous n'êtes pas assez vif, je grincerai la porte, et malheur à vous si je dois la grincer beaucoup. Allez-y, grec !» Madame Kilp s'en alla selon l'ordre, et son aimable mari, s'installant derrière la porte entr'ouverte, et appliquant son oreille près de celle-ci, commença à écouter avec un visage d'une grande rue et d'une grande attention. La pauvre madame Kilp réfléchissait cependant à la manière dont elle devait commencer ou au genre de questions qu'elle pourrait faire.
et ce ne fut que lorsque la porte, grinçant d'une manière très pressante, l'avertit de continuer sans autre réflexion, que le son de sa voix se fit entendre. « Combien de fois avez-vous fait des allers-retours ces derniers temps chez Ems? Kilp, ma chère. Je l'ai dit 100 fois à grand-père, répondit innocemment Nell. Et qu'a-t-il dit à cela? Il a seulement soupiré, baissé la tête, et a semblé si triste, et si misérable que si vous aviez pu le voir, je suis sûre que vous auriez dû pleurer. Vous n'auriez pas pu vous en empêcher plus que moi, je le sais. Comme cette porte grince. C'est souvent le cas, répondit madame, Kilp en jetant un regard inquiet sur lui. Mais votre grand-père, il n'était pas si misérable. Oh, non, dit l'enfant avec empressement, si différent. Nous étions autrefois si heureux et lui, si joyeux et satisfait. Vous ne pouvez pas imaginer quel triste changement nous est arrivé depuis. Je suis très fâchée de vous entendre parler ainsi, ma chère, dit madame Kilp, et elle a dit la vérité. Merci, répondit l'enfant en lui baisant la joue, vous êtes toujours bonne pour moi, et c'est un plaisir de vous parler. Je ne peux parler de lui à personne d'autre, sauf au pauvre Kit. Je suis encore très heureux, je devrais peut-être me sentir plus heureux que je ne le suis, mais vous ne pouvez pas imaginer combien cela m'afflige parfois de le voir changer ainsi. Il changera encore, Nelly, dit madame Kilp, et redeviendra ce qu'il était auparavant. Oh, si Dieu voulait bien que cela se produise, dit l'enfant, les yeux brillants. Mais il y a longtemps qu'il n'a commencé à le faire. J'ai cru voir cette porte bouger. C'est le vent, dit faiblement madame Kilp, commençait à d'être si pensif et si abattu, et d'oublier notre ancienne façon de passer le temps dans les longues soirées, dit l'enfant. Je lui faisais la lecture au coin du feu, et il m'écoutait, et quand je m'arrêtais et que nous commencions à parler, il me parlait de ma mère, et comment elle ressemblait et parlait comme moi quand elle était petite. Alors il me prenait sur ses genoux et essayait de me faire comprendre, elle n'était pas couchée dans sa tombe, mais qu'elle s'était envolée vers un beau pays au-delà du ciel où rien ne mourait ni ne vieillissait. Nous avons été très heureux autrefois. Nelly, Nelly, dit la pauvre femme, je ne peux pas supporter d'en voir une aussi jeune que vous si triste. Je vous en prie, ne pleurez pas. Je le fais très rarement, dit Nell, mais j'ai longtemps gardé cela pour moi, et je ne suis pas tout à fait bien, je pense, car les larmes me montent aux yeux et je ne puis les retenir. Je ne crains pas de vous dire mon chagrin, car je sais que vous ne le raconterez plus à personne. Madame Kilp détourna la tête, et ne répondit rien. Alors, dit l'enfant, nous nous promenions souvent dans les champs et parmi les arbres verts, et quand nous rentrions à la maison le soir, nous l'aimions mieux parce que nous étions fatigués, et nous disions que c'était un endroit heureux. Et s'il faisait sombre et un peu terne, nous disions, qu'est-ce que cela nous importait, car cela ne faisait que nous rappeler avec plus de plaisir notre dernière promenade, et attendre avec impatience la prochaine. Mais maintenant, nous n'avons plus ces promenades, et bien que ce soit la même maison, elle est plus sombre et beaucoup plus lugubre qu'elle ne l'était auparavant, en effet. Elle s'arrêta ici, mais bien que la porte grinçât plus d'une fois, madame Kilp ne dit rien. Ne croyez pas, dit l'enfant sérieusement, que mon grand-père soit moins bon pour moi qu'il ne l'était. Je pense qu'il m'aime mieux chaque jour, et qu'il est plus gentil, et plus affectueux qu'il ne l'était la veille. Vous ne savez pas combien il m'aime. Je suis sûre qu'il vous aime tendrement, dit madame Kilp. En effet, il le fait, s'écria Nell, aussi tendrement que je l'aime. Mais je ne vous ai pas dit le plus grand des changements, et vous ne devez plus jamais le souffler à personne. Il n'a ni sommeil ni repos, mais celui qu'il prend le jour dans son fauteuil, car chaque nuit, et presque toute la nuit, il est loin de chez lui. Nelly. Chut, dit l'enfant en posant son doigt sur sa lèvre, et en regardant autour d'elle. Quand il rentre à la maison le matin, c'est-à-dire généralement juste avant le jour, je le laisse entrer. Hier soir, il était très tard, et il faisait assez léger. Je vis que son visage était d'une pâleur mortelle, que ses yeux étaient injectés de sang et que ses jambes tremblaient en marchant. Quand je fus retournée me coucher, je l'entendis gémir. Je me levai et courus vers lui, et je l'entendis dire, avant qu'il ne sache que j'étais là, qu'il ne pourrait pas supporter sa vie plus longtemps, et que sans l'enfant, il voudrait mourir. Que dois-je faire? Oh, que dois-je faire? Les fontaines de son cœur s'ouvrirent. L'enfant, accablé par le poids de ses chagrins et de ses angoisses, par la première confiance qu'elle avait jamais témoignée et par la sympathie avec laquelle son petit conte avait été accueilli, cacha son visage dans les bras de son amie sans défense, et fondit en larmes. Au bout de quelques minutes, M. Kilp revint et exprima la plus grande surprise de la trouver dans cet état, ce qu'il fit très naturellement et avec un effet admirable,
car ce genre de jeu lui avait été rendu familier par une longue pratique, et il y était tout à fait à l'aise. « Elle est fatiguée, voyez-vous, Mr. Skilp, dit le nain, plissant les yeux d'une manière hideuse pour laisser entendre que sa femme devait suivre son exemple. C'est un long chemin entre sa maison et le quai, et alors elle fut effrayée de voir deux jeunes scélérats se battre, et se montra craintive sur l'eau à côté. Tout cela ensemble a été trop pour elle. Pauvre Nell. Kilp a involontairement adopté le meilleur moyen qu'il aurait pu imaginer pour récupérer sa jeune visiteuse, en lui tapotant la tête. Une telle application de la part d'une autre main n'aurait peut-être pas produit un effet remarquable, mais l'enfant recula si rapidement à son contact, et éprouva un désir si instinctif de se mettre hors de sa portée, qu'elle se leva aussitôt et se déclara prête à revenir. « Mais vous feriez mieux d'attendre et de dîner avec Madame Kilp et moi, dit le nain. « Je suis déjà absente trop longtemps, monsieur, répondit Nell en s'essuyant les yeux. Eh bien, dit Kilp, si vous voulez y aller, vous le ferez, Nelly. Voici la note. C'est pour dire seulement que je le verrai demain, ou peut-être après-demain, et que je n'ai pas pu faire cette petite affaire pour lui ce matin. Au revoir, Nelly. Tenez, monsieur. Prenez soin d'elle, entendez-vous ? Kit, qui se présenta à l'appel, daigna ne pas répondre à une injonction si inutile, et après avoir regardé Kilp d'un air menaçant, comme s'il doutait qu'il n'eût pas été la cause des larmes versées par Nelly, et se sentait plus qu'à moitié disposé à se venger de ce fait sur le simple soupçon, se retourna et suivit sa jeune maîtresse, qui avait pris congé de Madame Kilp, et s'en alla. « Vous êtes une ardente questionneuse, n'est-ce pas, Madame Kilp ?» dit le nain en se tournant vers elle dès qu'ils furent laissés seuls. « Que pourrais-je faire de plus ?» répondit sa femme avec douceur. « Que pouviez-vous faire de plus ?» ricana Kilp. « N'auriez-vous pas pu faire quelque chose de moins ? N'aurais-tu pas pu faire ce que tu avais à faire, sans apparaître dans ta partie préférée du crocodile, espèce de minx ? Je suis vraiment désolée pour l'enfant, Kilp, dit sa femme. J'en ai sûrement fait assez. Je l'ai amenée à lui dire son secret. Elle supposait que nous étions seuls. Et vous étiez là, Dieu me pardonne. Vous l'avez entraînée. Vous avez vraiment fait beaucoup de choses, dit Kilp. Qu'est-ce que je t'ai dit sur le fait de me faire grincer la porte ? C'est une chance pour vous que, d'après ce qu'elle a laissé tomber, j'ai l'indice que je veux, car si je ne l'avais pas fait, je vous aurais fait subir l'échec, je peux vous le dire. Madame Kilp, parfaitement convaincue de cela, ne répondit pas. Son mari ajouta avec une certaine allégresse. Mais vous pouvez remercier vos étoiles heureuses, les mêmes étoiles qui ont fait de vous Madame Kilp. Vous pouvez les remercier de ce que je suis sur la piste du vieux gentleman, et que j'ai une nouvelle lumière. Que je n'entende donc plus parler de cette affaire, ni maintenant, ni à aucun autre moment, et n'achetez rien de trop agréable pour le dîner, car je ne serai pas à la maison. En disant cela, Kilp mit son chapeau et sauta, et Mistress Kilp, qui était affligée au-delà de toute mesure par le souvenir du rôle qu'elle venait de jouer, s'enferma dans sa chambre, et, étouffant sa tête dans les draps, déplora sa faute plus amèrement que beaucoup de personnes moins tendres n'auraient pleuré une offense bien plus grande, car dans la majorité des cas, la conscience est un objet élastique, et très souple, qui supportera beaucoup d'étirements et s'adaptera à une grande variété de circonstances. Certaines personnes, en le dirigeant prudemment et en le laissant pièce par pièce comme un gilet de flanelle par temps chaud, parviennent même, avec le temps, à s'en passer complètement. Mais il y en a d'autres qui peuvent prendre le vêtement et le jeter à leur guise. Et celle-ci, étant l'amélioration la plus grande, et la plus commode, est la plus en vogue. Chapitre 7. Fred, dit Suivez-les, rappelez-vous la mélodie autrefois populaire de Bugon Delcar, attisez la flamme de l'hilarité avec l'aile de l'amitié, et passez le vin rosé. Les appartements de Richard Suivez-les étaient dans le voisinage de Droilan, et en plus de cette commodité de situation, il avait l'avantage d'être au-dessus d'une boutique de tabac, de sorte qu'il pouvait se procurer un éternuement rafraîchissant à tout moment en sortant simplement dans l'escalier, et qui lui évitait la peine et les frais d'entretenir une tabatière. C'est dans ces appartements que Suivez-les se servit des expressions ci-dessus rapportées pour consoler et encourager son ami découragé, et il n'est peut-être pas inintéressant ou inopportun de remarquer que même ces brèves observations participaient dans un double sens du caractère figuratif et poétique de l'esprit de Suivez-les, puisque le vin rosé était en fait représenté par un verre de gin et d'eau froide, que l'on remplissait selon l'occasion à partir d'une bouteille et d'une cruche posée sur la table, et il passait de l'un à l'autre, dans une rareté de gobelets qui, comme Suivez-les était un établissement de garçons, peut-être reconnu sans rougir. Par une fiction tout aussi plaisante, sa chambre unique était toujours mentionnée au pluriel. À l'époque où elle était désengagée,
Le marchand de tabac l'avait annoncé à sa fenêtre comme étant l'appartement d'un seul gentleman, et M. Suivez-les, suivant l'allusion, ne manquait jamais d'en parler, comme de ses chambres, de ses logements ou de ses chambres, transmettant à ses auditeurs l'idée d'un espace indéfini et laissant leur imagination vagabonder dans de longues suites de hautes salles. À volonté. Dans cette envolée d'imagination, M. Suivez-les fut aidé par un meuble trompeur, en réalité un lit, mais en apparence une bibliothèque, qui occupait une place de choix dans sa chambre, et semblait défier les soupçons et défier l'enquête. Il n'y a pas de doute que le jour, M. Suivez-les croyait fermement que cette commodité secrète n'était qu'une bibliothèque et rien de plus, qu'il ferma les yeux sur le lit, nia résolument l'existence des couvertures, et rejeta le traversin de ses pensées. Jamais il n'avait été question de son utilité réelle, d'aucune allusion à son service nocturne, d'aucune allusion à ses propriétés particulières, entre lui et ses amis les plus intimes. La foi implicite dans la supercherie était le premier article de son credo. Pour être l'ami de Suivez-les, il faut rejeter toute preuve circonstancielle, toute raison, toute observation, toute expérience, et croire aveuglément à la bibliothèque. C'était sa faiblesse favorite, et il la chérissait. Fred, dit M. Suivez-les, constatant que sa première adjuration n'avait produit aucun effet. Passe le rose. Le jeune d'un geste d'impatience, poussa le verre vers lui, et retomba dans l'attitude maussade dont il avait été tiré à contre-cœur. Je vais vous donner, Fred, dit son ami en remuant le mélange, un petit sentiment approprié à la circonstance. Voici le mois de mai. Richard, interrompit l'autre. Vous m'inquiétez à mourir avec vos bavardages. Vous pouvez être joyeux en toutes circonstances. Mais monsieur répondit Dick, il y a un proverbe qui parle d'être gai et sage. Il y a des gens qui peuvent être joyeux et ne peuvent pas être sages, et d'autres qui peuvent être sages ou pensent qu'ils le peuvent et ne peuvent pas être joyeux. Je suis l'un des premiers. Si le proverbe est bon, je suppose qu'il vaut mieux s'en tenir à la moitié que à rien. En tout cas, j'aimerais mieux être gai et pas sage que de vous aimer, ni l'un ni l'autre. Bah, murmura son ami d'un ton irrité. De tout mon cœur, a déclaré M. Suivez-les. Dans les cercles policisés, je crois qu'on n'a pas l'habitude de dire ce genre de choses à un gentleman dans ses propres appartements, mais peu importe. Faites comme chez vous, ajoutant à cette réplique une observation selon laquelle son ami paraissait être un peu grincheux au point de vue, Richard Suivez-les termina le rosé et s'appliqua à la composition d'un autre verre, dans lequel, après l'avoir goûté avec beaucoup de délectation, il proposa un toast à une société imaginaire. Messieurs, je vous donnerai, s'il vous plaît, le succès à l'ancienne famille des Suivez-les, et bonne chance à M. Richard en particulier. M. Richard, messieurs, dit Dick avec beaucoup d'emphase, qui dépense tout son argent pour ses amis et qui est bas. Dès pour ses douleurs. Écoutez, écoutez. Dick, dit l'autre en revenant à sa place après avoir fait 2 ou 3 fois les 100 pas, voulez-vous parler sérieusement pendant 2 minutes, si je vous montre un moyen de faire fortune avec peu de peine? Vous m'en avez montré tant, répondit Dick, et il n'en est rien sorti que des poches vides. Vous raconterez une autre histoire de celle-ci, avant qu'il ne s'écoule bien longtemps, dit son compagnon en approchant sa chaise de la table. Vous avez vu ma sœur Nell? Et elle? Répondit Dick. Elle a un joli visage, n'est-ce pas? Certainement, répondit Dick. Je dois dire, pour elle, qu'il n'y a pas de ressemblance familiale très forte entre elle et vous. A-t-elle un joli visage? Répéta son ami avec impatience. Oui, dit Dick, elle a un joli visage, un très joli visage. Qu'en est-il de cela? Je vais vous le dire, répondit son ami. Il est bien clair que le vieil homme et moi, nous resterons à couteau tiré jusqu'à la fin de nos vies, et que je n'ai rien à attendre de lui. Vous voyez cela, je suppose. Une chauve-souris pourrait voir cela, avec le soleil, qui brille, dit Dick. Il est tout aussi évident que l'argent que le vieux silex m'a d'abord appris à espérer que je partagerai avec elle à sa mort, sera tout à elle, n'est-ce pas? Je dirais que c'était le cas, répondit Dick, à moins que la manière dont je lui ai présenté l'affaire n'ait fait impression. C'est peut-être ce qui l'a fait. C'était puissant, Fred. Voici un vieux grand-père joyeux, c'était fort, pensai-je, très amical et naturel. Cela vous a-t-il frappé de cette façon? Cela ne l'a pas frappé, répondit l'autre, nous n'avons donc pas besoin d'en discuter. Maintenant, regardez ici. Nell a presque 14 ans. C'est une belle fille de son âge, mais petite, observa Richard Suivez-les entre parenthèses. Si je dois continuer, taisez-vous une minute, répondit s'inquiétant du peu d'intérêt que l'autre semblait prendre à la conversation. Maintenant, j'en viens au fait.
C'est vrai, dit Dick. La jeune fille a de fortes affections, et, élevée comme elle l'a été, elle peut, à son âge, être facilement influencée et persuadée. Si je la prends en main, je serai lié par un tout petit coup de cajolerie et de menaces pour la plier à ma volonté. Pour ne pas tourner autour du pot car il faudrait une semaine pour dire les avantages du projet, qu'est-ce qui vous empêche de l'épouser? Richard suivait, qui avait regardé par-dessus le bord du gobelet pendant que son compagnon lui adressait les remarques précédentes avec beaucoup d'énergie et de sérieux, à peine eut-il entendu ces paroles qu'il manifesta la plus grande consternation, et, avec peine, éjacula le monosyllabe. « Quoi? Je dis qu'il y a empêché, répéta l'autre avec une fermeté d'attitude, dont il était bien assuré de l'effet sur sa compagne par une longue expérience. Qu'est-ce qui vous empêchera de l'épouser? Et elle a presque 14 ans, s'écria Dick. Je ne veux pas l'épouser maintenant, répondit le frère avec colère, disons dans 2 ans, dans 3, dans 4. Le vieil homme a-t-il l'air d'un long foie? Il n'en a pas l'air, dit Dick en secouant la tête, mais c'est vieillard. Il n'y a pas de confiance en eux, Fred. Il y a une de mes tantes là-bas dans le Dorsetshire qui allait mourir quand j'avais 8 ans, et qui n'a pas encore tenu parole. Ils sont si exaspérants, si dépourvus de principes, si méchants. À moins qu'il n'y ait de l'apoplexie dans la famille. Fred, vous ne pouvez pas compter sur eux, et même dans ce cas, ils vous trompent aussi souvent qu'autrement. Regardez donc le pire côté de la question, dit Truth aussi fermement qu'auparavant, tout en gardant les yeux fixés sur son ami. Supposons qu'ils vivent. Certainement, dit Dick. C'est là que le bas blesse. Je dis, reprit son ami, supposons qu'ils vivent, et que j'ai persuadé, ou si le mot semble plus faisable, forcé Nell à un mariage secret avec vous. Que pensez-vous qu'il en résulterait? Une famille et un revenu annuel de rien, pour les nourrir, dit Richard Swiveley après réflexion. Je vous dis, répondit l'autre avec une ardeur accrue qui, réelle ou supposée, produisait le même effet sur sa compagne, qu'il vit pour elle, que toutes ses énergies et toutes ses pensées sont liées en elle, qu'il ne la déshériterait pas plus pour un acte de désobéissance qu'il ne me remettrait en sa faveur pour un acte d'obéissance ou de vertu, dont je pourrais être coupable. Il ne pouvait pas le faire. Toi, ou tout autre homme qui a des yeux dans la tête, tu peux voir cela, s'il le veut. Cela semble certainement improbable, dit Dick en songeant. Cela semble improbable parce que c'est improbable, répliqua son ami. Si vous voulez lui fournir une incitation supplémentaire à vous pardonner, qu'il y ait une rupture irréconciliable, une querelle mortelle entre vous et moi, qu'il y ait un prétexte d'une telle chose, je veux dire, bien entendu, et il ira assez vite. Quant à Nell, une chute constante usera une pierre, vous savez que vous pouvez vous fier à moi en ce qui la concerne. Alors, qu'il vive ou meure, qu'est-ce que cela se passe? Que tu sois l'unique héritier de la richesse de ces vieux gosses riches, que toi et moi la dépensions ensemble, et que tu es une belle jeune femme. Je suppose qu'il n'y a aucun doute qu'il est riche, dit Dick. Le doute. Avez-vous entendu ce qu'il a laissé tomber l'autre jour quand nous étions là-bas? Doute. De quoi allez-vous vous vanter ensuite, Dick? Il serait fastidieux de poursuivre la conversation dans tous ces détours astucieux, ou de développer les approches graduelles par lesquelles le cœur de Richard Swiveley fut gagné. Il suffit de savoir que la vanité, l'intérêt, la pauvreté, et toutes les considérations dépensières le poussaient à considérer la proposition avec faveur, et que là où tous les autres stimulants faisaient défaut, l'insouciance habituelle de son caractère intervenait et pesait encore sur la balance du même côté. À ces impulsions, il faut ajouter l'ascendant complet que son ami avait longtemps l'habitude d'exercer sur lui, ascendant qu'il exerçait d'abord aux dépens des vices de son ami, et qui était regardé, dans 9 cas sur 10 comme son tentateur ingénieux, alors qu'il n'était en réalité rien d'autre que son insouciant outil étourdi. Les motifs de l'autre côté étaient quelque chose de plus profond que tous ceux que Richard Swiveley avait envisagés ou compris, mais ceux-ci, laissés à eux-mêmes, n'ont pas besoin d'être élucidés pour le moment. La négociation se termina très agréablement, et M. Swiveley était en train d'affirmer en termes fleuris qu'il n'avait pas d'objection insurmontable à épouser quelqu'un abondamment doté d'argent ou de biens meubles, qui pourrait être amené à le prendre, lorsqu'il fut interrompu dans ses observations par un coup frappé à la porte, et la nécessité qui en résultait de crier « Entrez ». La porte s'ouvrit, mais il n'y entra qu'un bras, savonneux et un fort jet de tabac. Le flot de tabac venait de la boutique d'en bas, et le bras savonneux procédait du corps d'une servante qui, occupée à nettoyer l'escalier, venait de la tirer d'un seau chaud, pour y prendre une lettre qu'elle tenait maintenant à la main en proclamant à haute voix, avec cette perception rapide des noms de famille particulières à sa classe, que c'était pour M. Splinling. Dick avait l'air un peu pâle et stupide quand il jeta un coup d'œil dans la direction, et plus encore quand il vint regarder à l'intérieur,
observant que c'était un des inconvénients d'être un homme à femme, et qu'il était très facile de parler comme il l'avait fait, mais il l'avait tout à fait oublié. Elle. Qui? Demanda-t-il. Sophie Wackles, dit Dick. Qui est-elle? C'est tout ce que j'ai imaginé, monsieur, c'est ce qu'elle est, dit Em. Suivez-les en tirant longuement sur le rose, et en regardant gravement son amie. Elle est adorable, elle est divine. Vous la connaissez. Je me souviens, dit son compagnon, négligemment. Et elle? Mais monsieur, répondit Dick, entre Miss Sophia Wackles